Bonsoir. Affaire Martinez-Zogo, les chefs traditionnels du Vouri veulent les coupables, les vrais coupables. Leurs facilitateurs et donneurs d'ordre doivent payer la dette de sang qu'ils ont contractée afin que l'âme de l'animateur repose en paix. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué rendu public le 13 février 2023. Pour l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri, il y a comme un vent de suspicion généralisée qui souffle. Elle, l'association, reste donc vigilante et invite ses enfants à faire pareil. Si les chefs montent au créneau pour condamner le lynchage médiatique dont sont l'objet certains dignitaires, certaines hautes personnalités, l'on se demande pourquoi aujourd'hui et pas hier. Il est question de meurtre ici. Pourquoi évoquer les détournements de deniers publics, notamment les fonds des chantiers Cannes ou encore ceux alloués à la pandémie du Covid-19? Que cache cette sortie? Quels sont les non-dits? Est-ce exagéré d'y voir des relents tribalistes dans un pays où l'on prône le vivre ensemble? Pour en parler ce soir, qui mieux que la voix la plus autorisée de cette association? Juriste de profession, le chef traditionnel de Sodiko est notre invité. Sa Majesté Ruben Ness Essombe est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir Majesté et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane et bonsoir à toute la grande famille de la STV. Alors, on va y aller tout de suite, Majesté. Dites-nous pourquoi cette sortie aujourd'hui? Martinez-Zogo, c'est disparition le 17 janvier, découverte du corps le 22 janvier également. Et ce n'est que maintenant que vous faites votre sortie et même que vous adressez les condoléances à la famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, Oriane, je voudrais vous donner le contexte de ce communiqué. Nous sommes dans un pays où nous constatons que les choses vont de plus en plus mal. Depuis pratiquement 5 ans, si vous regardez le pays, vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup parlé de détournement du denier public ces 5 dernières années. Absolument. Vous allez voir qu'il y a eu des morts bizarres, des meurtres, des assassinats, des enlèvements. Et vous allez voir que les Camerounais sont devenus maîtres dans l'art d'utiliser à des fins destructrices un outil qui aurait pu être un outil de développement. Je parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Alors, nous avons regardé tout ça et vous savez, les chefs traditionnels, c'est aussi une autorité morale. Et nous nous sommes dit, il faut peut-être prendre la parole pour dire quelque chose. Sauf que nous avons retardé ce communiqué parce qu'il y a un rendez-vous national qui est celui du 11 février. Et il fallait écouter le chef de l'État. Peut-être que dans son adresse à la jeunesse, il aurait dit des choses qui finalement auraient rendu notre communiqué peut-être plus très opportun. Alors que lorsque nous avons suivi le chef de l'État, il a prononcé un discours d'engagement, d'encouragement envers la jeunesse. Mais à la fin, nous nous sommes dit, notre communiqué, son fond reste pertinent. Nous avons donc sorti ce communiqué signé le 13 février. Et vous allez voir que les 3 aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, ils sont. C'est-à-dire, nous avons parlé des détournements, nous avons parlé des assassinats, en l'occurrence celle de Martinez-Zogo, qui est le plus récent. Et à la famille duquel nous avons d'ailleurs adressé nos condoléances. Mais nous avons aussi parlé des réseaux sociaux. Oui. Alors pourquoi maintenant? Eh bien parce que ça va de plus en plus mal. Mais je tiens à rappeler, et notre communiqué le dit, le 21 juin 2021, nous avions déjà, dans une autre sortie qui a été relayée par les réseaux sociaux, évoqué l'aspect détournement. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau, mais peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas été très audible. Pourtant, vos confrères en ont rendu compte. Et tous ceux qui peuvent avoir accès aux archives des différents médias vont voir, nous avons des coupures. Donc, nous avons jugé utile de rappeler, parce qu'il faut aussi le dire, ne faisons pas la langue de bois. Tout le monde parle de l'assassinat, mais vous aurez du mal à me convaincre que cet assassinat n'est pas lié aux révélations entre guillemets de Martinez-Zogo, et ce qu'il a révélé, ce n'est pas la défaite des lieux indomptables. Ce qu'il a révélé est bien lié au détournement. Donc, d'une manière ou d'une autre, les deux sont liés. Et nous avons juste voulu rappeler que ce sujet-là de détournement qui peut
être le fait qui a dégénéré jusqu'à conduire à l'assassinat, nous avons voulu révéler que c'était lié, c'est pour ça que nous avons évoqué cela. Alors, toujours dans votre communiqué, vous mettez l'emphase sur vrai coupable. Nous savons que les enquêtes sont en cours. Lorsque vous dites vrai coupable, on a l'impression que vous doutez peut-être de ce qui se profile à l'horizon, ou alors vous avez les vrais coupables. Vous les connaissez peut-être. Il y a quelques années, dans ce pays, un monsieur qu'on appelait Mpondo a été assassiné, avec toute sa famille. Je ne sais pas si vous étiez déjà né, mais enfin, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. On laisse la chanson. Il y a des gens qui ont été désignés comme coupables, qui ont été condamnés. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ont comme un goût d'inachevé. Et nous avons plusieurs cas comme ça, où on présente des gens, mais la communauté nationale a l'impression que ce n'est pas ça. Quand nous parlons de vrais coupables, c'est juste pour que, au-delà de ceux qui sont présentés par des gens qui n'ont pas qualité, je vous rappelle, et je rappelle à toute la communauté nationale, que nous n'avons encore entendu aucune autorité officiellement chargée de cette enquête se prononcer. Mais sauf que nous avons des coupables qu'on nous a présentés. Aucun procureur ne s'est encore officiellement prononcé, aucun agent de police ou de gendarmerie, aucune autorité administrative, enfin, personne investi de ce pouvoir ne s'est encore prononcé. Alors lorsque nous parlons de coupables, nous parlons de quoi? Nous sommes dans un pays où il faut quand même accorder un minimum de crédit à nos institutions. Et nous voulons que la dette de sang qui a été contractée par les assassins de Martinez Zogo, que cette dette-là soit payée. Et elle doit être payée par ceux qui ont orchestré ou commandité cet assassinat. Et je suis certain, Oriane, que comme nous, vous ne voulez pas qu'on s'en prenne dans les seconds couteaux. Tout Camerounais qui a de l'amour pour ce pays et qui a été choqué comme l'ont été les chefs du Vouri, tout Camerounais veut que ceux qui ont participé de près ou de loin à cet odieux assassinat soient appréhendés et soient punis. C'est de ça que nous parlons. Et simplement de ça. Et nous allons y veiller parce qu'en tant qu'Africains, lorsque vous avez une dette de sang, vous devez la payer et nous voulons que ceux qui l'ont payent. Mais en garant de la tradition, quand vous dites que la dette de sang, on doit la payer, est-ce que ça veut dire que même s'ils ne sont pas désignés, ils ne la payeront pas? Je prends le volet traditionnel ici. Rassurez-vous, ils paieront toujours. On ne trompe pas, on ne s'amuse pas avec la tradition. Ceux qui sont coupables paieront d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons des canaux qu'il faut pour l'instant respecter. Il y a une enquête qui est ouverte. Ouais. Il y a des autorités qui sont habilitées. Les uns et les autres peuvent avoir leurs sentiments, leurs impressions. Mais vous savez, les juristes disent la responsabilité pénale est individuelle. Et vous savez très bien que l'histoire regorge des cas où la masse populaire a condamné A pour qu'on se rende compte après que le coupable c'était B. Nous avons même, devant certaines juridictions, dans certains pays, il y a des cas, quand vous regardez l'histoire des États-Unis, il y a des gens qui ont été électrocutés, qui ont été tués, condamnés à mort, pour qu'on se rende compte 30 ans après que c'était pas eux. Comment on répare ça? Alors nous voulons éviter ça à notre pays. Nous sommes sur un sujet délicat qui touche les Camerounais, qui a provoqué un émoi considérable, mais nous ne voulons pas qu'il y ait de la précipitation. Nous voulons que les personnes chargées de l'enquête prennent tout le temps et qu'on nous dise véritablement. Parce que, Oriane, écoutez... Vous sentez qu'il y a de la précipitation dans ces enquêtes-là, tout au moins dans les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Bon. Alors, ensemble, nous pouvons examiner. Vous et moi avons lu, et je prends les Camerounais à témoin, des versions sont données à 8 heures, avec des noms. À 15 heures, un autre groupe, sur les mêmes faits, a une lecture différente. Nous avons même des cas où le même individu, qui jouit pourtant d'une réputation, disons, établie, vous dit quelque chose à 9 heures, pour qu'il revienne à 16 heures, vous dire, bon, finalement, excusez-moi, mes sources de 9 heures n'étaient pas bonnes. Sauf que, il n'est pas sûr que ceux qui suivent son démenti à 16 heures sont les mêmes qui étaient là à 8 heures. Donc, ceux qui ont suivi à 8 heures restent sur ce qu'il a dit avant,
et ne sauront jamais que 3 heures après ou 4, il est venu changer de version. Faisons donc attention. Les réseaux sociaux sont extrêmement un côté positif en ce qu'ils permettent de diffuser une information, mais assurons-nous que l'information est la bonne, surtout lorsqu'il s'agit de la dignité et de l'honneur des gens. On ne peut pas s'amuser avec cela. Et le défunt président français François Mitterrand disait « Il ne faut pas jeter l'honneur et la dignité des gens aux chiens ». C'est une expression qu'il avait utilisée lorsqu'il y avait un cas avec l'ancien Premier ministre qui s'était suicidé parce qu'il avait été traîné dans la boue. Vous ne réparerez jamais le tort que vous aurez fait à quelqu'un, que vous avez condamné le matin, et avant de vous rendre compte 4 heures plus tard que c'est pas ça. Surtout que ceux qui le font ne présentent pas des excuses. Ils disent « Excusez-moi, mes sources n'étaient pas bonnes ». Mais ils devraient dire, ils devraient présenter les excuses à la personne qui a été indexée, au peuple camerounais, et s'engager à ne plus jamais diffuser une information qu'ils n'ont pas vérifiée. C'est ça la difficulté des enquêtes, et je pense que c'est pour ça que les juristes ont dit qu'il y a un certain secret. Parce qu'il ne faut pas que les choses sortent très rapidement, parce que ceux qui n'ont pas la compétence pour analyser les faits vont analyser comme vous et moi, qui n'avons pas été dans les écoles de droit, et puis ça aura des désastres au niveau de la société. Mais vous l'avez dit au début de cette émission, Majesté, qu'il y a des autorités compétentes pour donner la bonne information. Je pense qu'il faudrait davantage sensibiliser ceux qui vont sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas bon de ce côté-là et il faut attendre... c'est ce que notre communiqué dit. Des sorties, bon, notre on a l'impression... Faisons confiance aux institutions justement. Et ne nous fions pas à tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, qui ont trouvé des coupables, qui attendent qu'on les condamne, qui attendent qu'on fusille tout le monde, qui attendent... Mais faisons attention quand même. Alors, dans ce même communiqué, vous attirez l'attention sur le climat de suspicion généralisée. Est-ce dans ce même sens? Sinon, expliquez-nous, est-ce que vous vous sentez indexé dans ce qui est fait donc sur ces réseaux sociaux-là? À titre personnel, non. Mais lorsque je parle de suspicion généralisée, c'est que nous lisons très bien et personne n'est dupe. Tout ce qui se dit ou tout ce qui se lit est fonction de la sensibilité de l'auteur, de ce qui se dit ou de ce qui s'est écrit. Et lorsque quelqu'un qui semble être plus proche de moi s'exprime, il va dire des choses qui me sont favorables et des choses qui vous sont défavorables. Et si c'est quelqu'un qui est proche de vous, pareil. Donc, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que désormais, lorsqu'un Camerounais prend la parole, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il veut défendre ?» Nous commettons un communiqué le 13 où nous parlons, nous demandons qu'il y ait de la retenue. Nous demandons qu'il y ait le respect de la présomption d'innocence pour toutes les personnes impliquées. Je répète, présomption d'innocence pour toutes les personnes impliquées. Mais malheureusement, il y a certains de vos confrères orientaux qui ont titré « Les chefs Sawa sont contre le fait qu'on jette en pâture les enfants de leur territoire ». Vous avez vu une seule phrase dans notre communiqué qui dit ça? Que nous demandons, nous protégeons, nous demandons de ne pas jeter en pâture les enfants de leur Sawa, ça n'existe nulle part. Et vous voyez comment, parce qu'on a ajouté s'offusque du fait que les enfants de leur terroir, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'était ça, je ne vais pas citer le média, mais que tout le monde lise les journaux d'aujourd'hui, à la une, il y a un média qui a dit, alors que nous parlons de tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués, ils bénéficient tous de la présomption d'innocence. Donc, ce soupçon généralisé, c'est même aussi pour nous. On nous soupçonne de soutenir quelqu'un. Donc lorsque vous voyez que c'est vraiment une généralité, nous ne sommes pas impliqués dans l'affaire, mais parce qu'on s'est exprimé, on dit ah, non, mais c'est clair, ils soutiennent les savoirs de l'affaire. Mais attendez, je crois savoir que quand on parle de Covid-Gate, il y a des savoirs qui sont impliqués quand même. Et nous demandons, depuis 2021, que tous ceux qui sont dans Covid-Gate, Can-Gate, dans les détournements des lignes 80, tout ce que vous savez, nous demandons qu'ils soient punis. Il y a des savoirs dedans, mais les gens vous disent quand même que non, les chefs du Vouri veulent protéger leurs enfants. Alors, faisons un peu attention. Les chefs traditionnels, surtout ceux qui appartiennent à notre association, essayent de ne pas se mettre à gauche, à droite ou au milieu, ils sont au-dessus. Ils essayent de jouer leur rôle d'autorité morale, ils essayent de donner la voix, et nous demandons à tous les Camerounais
de faire un tout petit peu attention parce qu'il faut quand même qu'on construise ce pays. Il faut quand même que les Camerounais continuent à se parler. Il faut quand même que les Camerounais continuent à se faire confiance. Si nous soupçonnons tout, alors ça va être très mauvais pour notre pays. Ah, peut-être qu'ils y voient des non-dits et c'est justement l'occasion de bien éclaircir les choses. Peut-être qu'il faut lire aussi entre les lignes votre communiqué. Je veux dire, vous écrivez et certains, il faut l'interprétation à un moment donné est libre. Ben, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'il faut me lire une phrase et justifier votre interprétation parce que vous lisez, pas parce que vous croyez lire. C'est écrit noir sur blanc. Le communiqué, c'est une page et demie. Oui. Sortez-moi une phrase et dites-moi que cette phrase-ci vise à protéger tel. Cette autre-ci vise à condamner tel. Je vous garantis que ça va pas être un exercice facile. C'est même presque impossible parce que les chefs de Vouri, lorsqu'ils commettaient ce communiqué, ne voulaient condamner personne, ne voulaient protéger personne, mais voulaient simplement demander à tout le monde de savoir raison garder. D'accord. Et là-dedans, justement, vous condamnez donc ce lynchage médiatique sur certaines hautes personnalités de la République. Majesté, c'est pas nouveau aussi. Ça dit que c'est pas la première fois. On a envie de se demander pourquoi cette sortie aujourd'hui. Pourtant, par le passé, il y a toujours eu des personnalités, des hautes personnalités qui ont été lynchées sur ces mêmes réseaux sociaux. Oriane, avez-vous dans l'histoire récente de ce pays un cas qui a autant suscité l'émoi unanime des Camerounais? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Oui. Nous avons eu, je vous le concède, il y a plusieurs disparitions par le passé, il y a eu des gens qui ont été salis. Mais rarement le Cameroun n'a été unanime pour dire « Ah non, ça c'est trop. La ligne rouge a été franchie. Il faut sanctionner. » Donc nous sommes dans une situation exceptionnelle qui a nécessité que les gardiens des traditions prennent la parole. Ce n'est pas pour dire que les cas précédents n'étaient pas importants. Mais vous êtes d'accord. Et puis, le pays est traversé depuis cette fatidique date de janvier par cet émoi qui ne tombe pas. Les Camerounais se regardent. Les Camerounais commencent à se détester. Et là, nous pensons qu'il faut ramener un peu le calme. C'est dramatique, oui. Nous avons perdu un compatriote et il faut que les coupables payent. Oui. Mais pour autant, on n'est pas tous devenus des voyous, des bandits, des coquins, des assassins. Et qui, mieux que des chefs, peut le dire? Les chefs ont dit, c'est de notre responsabilité de parler à tous nos enfants, de tous les bords. Même comme on veut lire notre message sous le prisme de notre appartenance. Mais non, je dis, ceux qui le disent, qui prennent notre communiqué, qui le demandent pour nous. Nous avons estimé que c'était à situation particulière, réaction particulière. Oui. Voilà ce qui justifie notre communiqué. Alors, à la découverte du corps de Martinez Zogo, les chefs de la Lekié ont fait également une sortie pour s'indigner. Mais à ce moment, on ne vous a pas entendu. Est-ce qu'entre autorités traditionnelles, il ne faut pas être solidaire à un moment donné? Je sais que, bon, quand j'étais toute jeune, on me disait, quand on entend le cri chez le voisin, on court quand même regarder avant de rentrer chez soi. Est-ce qu'ici, on ne peut pas dire que vous n'avez pas été très solidaire entre autorités traditionnelles? D'abord, ce n'est pas parce que vous ne nous avez pas entendu dans les réseaux sociaux que nous n'avons pas échangé. Majesté Soye Toga, ni dans les médias d'ailleurs, Majesté Soye Toga qui a lu le communiqué est un ami. Il a beaucoup d'amitié ici et je le salue d'ailleurs. Sauf que je dois reconnaître, comme ils l'ont fait même par la suite, que c'était une sortie peut-être un peu maladroite sur la forme et sur certains propos. Ils ont reconnu que ils ont été même, ça a été excessif. Sauf que je trouve, à titre personnel, là c'est un avis personnel, que autant cette sortie a été malheureuse, autant l'orchestration du rétropédalage a été encore plus malheureuse et a porté atteinte à l'image même du chef. Donc oui, nos collègues sont allés loin, mais on n'avait pas à les exposer de cette manière-là. Cette vidéo est catastrophique pour l'image de la chefferie. Et moi, j'en veux à ceux qui ont fait cela. On aurait pu trouver une autre manière. Lorsque vous plaquez un chef sur un mur et puis on le filme, et puis on cite les gens qui les ont fait parler. Attendez, mais bon, si c'était pour lancer un signal en disant nous manipulons les chefs de chez nous, nous les tenons par la laisse, bon, le message est passé.
mais je trouve que ce n'était pas une bonne séquence pour la chefferie traditionnelle. Ouais. Mais pour revenir à votre question, nous avons des connexions entre les chefs des différentes régions. Je vous ai dit, Majesté Toga est un ami, il s'est laissé emporter par la douleur. Et justement, notre communiqué va dans ce sens. Demande à tout le monde de se calmer, d'attendre. Vous voyez justement quand on agit dans la précipitation, on fait ce genre de dérapage. On va très rapidement, on fait une déclaration dont on ne maîtrise, alors qu'on ne maîtrise pas tous les éléments qui justifieraient qu'on prenne une position. Voilà, sur cette question-là, mais il n'y a pas de problème entre les chefs, rassurez-vous. Enfin, il y en a quelques-uns, nous sommes des humains, mais globalement, les chefs, ceux de l'Aliquier, que ce soit le chef Etoga, le chef Mbassi, le chef Tchala, vice-président du Conseil national, ce sont des amis, nous entendons très bien. Alors, une petite parenthèse sur cette sortie-là. Est-ce que vous parlez justement du rétropédalage et la mise en scène? Est-ce que si vous sentez que autorité traditionnelle et crédibilité, ce n'est plus trop ça, avec cette sortie-là? Sur ce plan, oui, c'était un loupé. C'était un loupé. Vous savez, c'est que la sortie elle-même des chefs de l'Aliquier, le jour où ils expriment leur colère, a été plus ou moins bien accueillie. On a compris la colère. On n'a pas partagé les mots, les propos, le dérapage sur le président de la République qui n'avait rien à voir dans ce dossier. Oui, on a condamné ce côté, mais on a compris la colère. Par contre, le rétropédalage, croyez-moi, à part les initiateurs, a choqué tout le monde. C'était tellement grossier, tellement monté, que c'est vrai, les propos ont été rapportés, mais je ne suis pas sûr que ça a convaincu beaucoup de monde. Ça aurait pu être fait autrement. Alors, la crédibilité des chefs, oui, de temps en temps, nous-mêmes, nous ne sommes pas blancs comme, je ne sais pas, je ne vais pas dire neige, il n'y a pas de neige chez nous, mais bon, nous avons des choses à nous reprocher. Il y a plusieurs axes d'amélioration, nous y travaillons, comme tous les corps, hein. Le vôtre, le nôtre, les médecins, partout, ça ne justifie rien, mais je veux dire que nous ne sommes pas les plus mauvais de la classe. Oui, vous n'êtes pas parfait, vous restez humain. Voilà. Alors, toujours parlant de cette situation, est-ce qu'ici, on ne peut pas également voir un peu comme du tribalisme, c'est-à-dire, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas fait une sortie, c'est pas notre fils, bon, on regarde à distance, mais avec les sorties médiatiques et des interpellations et ceux qui commencent à voir certains revirements ou certaines tendances, là vous vous sentez indexé et vous sortez. Je répète que nous ne sommes en rien indexés. Nous sommes dans notre rôle de personnalité morale. Alors on va faire un petit exercice, Oriane. Vous avez vu, bon, j'allais vous demander de citer, mais je ne veux pas qu'on cite peut-être les noms des gens. De tous les noms qui sont cités dans cette affaire, et dans les réseaux sociaux, je dis encore, pas par les autorités officielles, combien sont de l'ère Sawa? Le nom, ne donnez pas les noms, mais tous les, enfin, pas la personne, mais tous les noms qui sont cités, qui sont une dizaine, une vingtaine, une trentaine, combien sont de l'ère Sawa? Ce n'est pas la majorité. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous lisons dans les réseaux sociaux, les noms qui défilent, ce n'est pas la majorité. Comment peut-on dire aux chefs du Vouri qui disent faites la lumière dans cette affaire, une affaire qui concerne une trentaine de personnes. Dans la trentaine, il y a à peine 3 ou 4 qui sont Sawa et on nous traite de tribalistes. Lorsque nous disons faites de la lumière va concerner les 27, 28, 29 qui ne sont pas Sawa et vous appelez ça du tribalisme? Et c'est de ça que nous parlons, cette suspicion généralisée. Nous parlons, et lorsque nous disons qu'il faut faire de la lumière sur tout, mais nous ne parlons pas uniquement de ceux qui sont pris. L'enquête concerne ceux-là et bien d'autres. Et dans tout ce groupe, vous n'allez pas me dire que les Sawas sont tellement nombreux que nous estimons. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont nombreux, vous pouvez défendre... ils sont
3 ou 4, même si c'est un seul, vous pouvez défendre. Cette personne peut être particulière et chère à votre cœur et vous décidez de la défendre. Pourquoi ne pensez-vous pas que s'il s'agit de défendre quelqu'un, nous défendons, alors lui je vais citer, pourquoi vous ne pensez pas que nous défendons Amougou Belinga? C'est ça la suspicion généralisée. C'est-à-dire, pour vous, le Sawa ne peut défendre qu'un Sawa. C'est ça la catastrophe dans ce pays. Nous sommes sur un principe. Il y a une présomption d'innocence. Il y a 30 personnes qui sont poursuivies. Ces personnes disent que ce n'est pas elles, c'est d'autres. Ne l'oublions pas. Ceux qui sont poursuivis disent que ce n'est pas eux, c'est d'autres. Et nous disons, que ce soit pour ceux qui sont à l'intérieur ou pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut que tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Il faut que la justice fasse son travail et nous dise qui est véritablement coupable. Et on nous dit que c'est du tribalisme. Simplement parce qu'il y a 2 ou 3 Sawa dedans. Et on oublie que notre opposition peut profiter à la trentaine de Camerounais qui ne sont pas du tout Sawa. On dit, ah non, attendez, mais c'est extrêmement grave. Tout ce que vous dites, pas vous en tant qu'individu, je vous comprends tout ce qui est dit nous conforte dans l'idée qu'il fallait faire ce communiqué. Parce que c'est ça justement la suspicion généralisée. Demain, lorsque quelqu'un de l'Ouest va se prononcer, on va prendre la liste. Est-ce qu'il y a un Bamileke dans la liste? Ah, ben voilà, c'est parce que ce monsieur est là qu'ils ont... Écoutez, arrêtons. Où va ce pays? Est-ce que vous, Oriane, vous êtes d'accord qu'on punisse les vrais coupables? Exactement, c'est tout ce que... Est-ce qu'en le disant, vous soutenez quelqu'un d'une tribu particulière? Est-ce que vous êtes d'accord que les enquêtes soient menées selon les règles de l'art? Est-ce qu'en le disant, vous soutenez une personne particulière? Est-ce que vous êtes d'accord que le sang de Martinez Zogo, qui n'est pas un Sawa, que cette dette-là soit payée? Est-ce qu'en le disant, vous condamnez quelqu'un? Arrêtons la suspicion généralisée, la suspicion au patronyme, la suspicion au faciès. Les faits, rien que les faits, c'est ce que les chefs du Vouri demandent. Alors ça veut dire que si je vous demande, est-ce qu'il y a un rapport entre la tribu et la justice, est-ce que ça c'est encore tribaliste? Précisez votre question. Selon vous, est-ce que la justice a une tribu? Pas du tout. La justice devrait être la même pour tout le monde. C'est pour ça que je crois leur symbole, c'est la balance. La justice doit être froide. Et nous disons, parce que tous ceux qui disent que nous soutenons un de nos fils font exprès de ne pas lire la suite de notre communiqué où nous disons les chefs Sawa se désolidarisent de tout enfant du terroir qui sera reconnu coupable, etc., etc., etc. Où est le tribalisme? Le problème dans ce pays, encore la suspicion généralisée, c'est que ceux qui disent que notre sortie vise à protéger un fils du terroir l'ont déjà condamné. Et vous l'avez déjà protégé aussi? Non, mais parce qu'ils l'ont condamné, c'est pour ça que il voit toute autre personne qui a une posture différente comme quelqu'un qui vient protéger celui-là. Non, les chefs ne sont ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Ils sont au-dessus. Et le dessus, c'est la justice. Le dessus, c'est la vérité, la lumière. C'est ce que nous demandons. Vous et moi n'avons pas capacité à le faire. Ceux qui nous donnent des informations sur les réseaux sociaux, nous lisons parce qu'il faut lire. Mais remarquez qu'aucun de ceux qui écrivent ou s'expriment n'assiste aux auditions. Mais nous avons un live extraordinaire. Pendant que les gens sont en train d'être auditionnés, on vous dit exactement ce qu'ils sont en train de dire là-dedans. Et chacun vous dit, j'ai l'information de première main. Sauf qu'il y a 2 versions. A vous dit, j'ai l'information de première main qui condamne Majesté et Sombe. B vous dit, j'ai l'information de première main qui disculpe Majesté et Sombe. Mais chacun d'eux, ceux qui disent ça, A et B, personne n'a assisté. Personne n'a eu ça. Chacun d'eux a eu ça d'une première source qui a envoyé une deuxième source qui a envoyé une troisième source. Et vous voulez qu'on encourage les Camerounais à suivre ça? La suspicion généralisée est un danger pour ce pays. Respectons la dignité des gens. Respectons l'honnêteté des gens. Mais quand j'ai dit ça, tous ceux qui sont en responsabilité, où qu'ils soient, et qui seront reconnus coupables, devront payer. Et je vous donne rendez-vous, nous serons là pour dire, lorsque les faits auront été établis selon les canons de la justice, pour dire, messieurs, mesdames, vous devez payer. Alors, on retient
je sais à mon niveau, peut-être vous allez bien nous expliquer après ce qu'il faut retenir de façon générale de votre communiqué. On retient que vous vous désolidarisez, vous dites condamner ceux qui ont commis des impairs, mais quelque part vous dites aussi, n'oubliez pas qu'en face il y a d'autres voleurs. Donc, ne regardez pas qu'ici, regardez un peu partout. Non, vous séparez les deux. Vous dites condamner ceci, mais il y a une autre affaire. Non, c'est la même affaire. Je suis désolé, je vous ai dit tout à l'heure que Martinez Zogo ne s'est pas retrouvé en difficulté parce qu'il a dit que Oriane a volé le macabo de la voisine. Nous sommes dans des développements condamnables, d'accusations supposées de détournement. Les deux sont intimement liés. Ce ne sont pas deux affaires distinctes. Encore une fois, il y a des gens, il y a le problème à l'Africa Foot, dans je ne sais pas quoi, chez moi, dans mon village. Ce n'est pas pour ça que Martinez Zogo a été pris. Il a été bel et bien pris pour la gestion des finances publiques. Donc, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Donc, il faut que les enquêtes soient faites sur toutes ces affaires. Sur l'assassinat, c'est une chose. Mais, vous savez, les enquêteurs, nous avons tous vu les films américains, etc. Le mobile. Le mobile, il ne doit pas être très loin des affaires d'argent. On cherche l'auteur, oui. On cherche le commanditaire, oui. Mais il y a un mobile. Et quand je vois tous les dossiers qui, depuis 5 ans, font l'actualité, j'ai de la peine à croire que le mobile sera trouvé en dehors de ça. En dehors de cette gestion de la fortune publique. Parce que nous avons tous, vous et moi, été victimes. Nous avons dit dans notre communiqué, lorsque quelqu'un détourne de l'argent dans un ministère, dans un hôpital, c'est vous et moi qui souffrons. Parce que cet argent aurait pu construire des écoles. Nous sommes donc interpellés. Lorsque certains disent les chefs n'ont rien à voir là-dedans. Mais c'est quand même extraordinaire. Nous devons laisser assassiner nos enfants. Et parce que c'est pas... Et encore une fois, parce que comme ils ne sont pas de notre communauté, maintenant que nous intervenons, on nous dit que nous intervenons parce que les nôtres sont indexés, il faut qu'on soit cohérent. Lorsqu'un Camerounais est tué, où qu'il soit, dans ce pays ou à l'extérieur, les chefs ont vocation à condamner cet assassinat-là. Quel que soit le fils, ils peuvent le faire. Maintenant, ils peuvent le faire de différentes manières, par un communiqué ou bien par des contacts directs, etc. Lorsque l'argent est détourné, cet argent-là aurait développé votre village, le mien aurait développé telle ou telle autre ville. Donc, c'est deux sujets liés. Et je vois bien, et j'ai beaucoup de... nous voyons bien, nous les chefs du Vouri qui avons fait ce communiqué, on sourit en voyant comment les gens essaient de dissocier, en essayant de dire oui, ils ont mis cette affaire pour justifier l'autre. Je vous rappelle que l'affaire sur le détournement, nous en parlons depuis un communiqué de juin 2021. On ne peut pas dire que nous avons inventé ça de toutes les façons. Donc voilà, c'est un souci de cohérence. Et voilà. Vous l'avez déjà peut-être dit, selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre sortie? Visiblement, ceux qui il faut retenir que l'émotion n'est pas toujours une bonne conseillère. Et la colère non plus. La colère non plus, merci. Et nous avons tous été traversés par l'émotion, par la colère et tout ça. Maintenant, nous devons nous ressaisir. Nous devons laisser les hommes de l'art, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les codes, ceux qui savent, qui ont été formés pour ça. Nous devons leur permettre de travailler dans la sérénité nécessaire. Parce que si un des enquêteurs a, au vu des faits qui sont devant lui, commence à avoir une certaine conviction, il m'est rentré au quartier, trouve que toute sa famille et tout son village pensent le contraire, sur la base de ce qu'un monsieur X a dit dans les réseaux sociaux, il peut être un peu embêté. On va le plonger dans le doute. Il va dire, mais finalement, est-ce que mon interprétation est la bonne? Laissons ces gens travailler dans la sérénité. Laissons ces gens fouiller, auditionner tous ceux qui sont censés passer devant eux. Moi, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas vous dire qu'on a demandé d'auditionner tel, je ne suis pas là-bas. Je suis surpris que des gens donnent les détails, les horaires et tout ça. Alors, et en même temps, ils disent qu'ils n'étaient pas là. Laissons ceux qui savent. Et je suis certain que ce pays
à des gens qui savent faire leur travail dans ce domaine précis. Laissons-les, attendons, soyons vigilants pour qu'eux aussi ne s'endorment pas. Maintenons juste la pression nécessaire et la pression positive, c'est-à-dire que cette attente-là, ce sang de Zogo qui crie vengeance, ce peuple camerounais qui attend d'être apaisé. Mais au-delà de ça, laissons-les travailler. Ils nous diront le moment venu, voilà les coupables, ils les traduiront devant les instances judiciaires et les coupables paieront. Alors, il y a aussi un peu de colère quand même dans votre communiqué. Est-ce que, sachant que les mauvaises conseillères, on devrait aussi s'attendre à un revirement de situation? Où est-elle la colère dans le communiqué? Est-ce qu'il n'y a pas de colère dans votre communiqué? Non, il n'y a pas de colère, nous demandons juste... La dernière phrase du communiqué est nous invitons le gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour amener un climat social, économique apaisé. Le dernier mot du communiqué, c'est apaisé. Ce n'est pas fortuit. Il n'y a pas de colère. Donc, on ne s'attend pas à un revirement de situation des chefs traditionnels Sawa. Ben, il n'y a pas un revirement. Nous sommes dans une position morale. Vous voulez qu'on... C'est-à-dire que qu'on dise qu'on ne veut plus que les vrais coupables, qu'on assassine tout le Cameroun, qu'on tue tout le monde. Non, sur ce, on ne s'attend pas à cela. Ben voilà. Sur quel point voulez-vous un revirement? Nous disons... Les coupables doivent payer. Vous voulez qu'on revire par rapport à ça, qu'on dise qu'il ne faut plus les coupables? Non, ce n'est pas les seuls mots que vous avez utilisés. Alors, donnez-moi le mot qui vous pose problème. J'ai le communiqué, je peux vous le donner si vous voulez. Non, je l'ai aussi. Ben voilà. Quel est le mot? J'ai dit tout à l'heure que les faits. Oui. Prenez le communiqué, sortez-moi le mot qui fait problème, et puis on va en parler. Mais les généralités, oui, et je suis très amusé et très intéressé. Vous savez, rarement le communiqué a été aussi diversement interprété. Mais vous comprenez bien que on se dit, il y a beaucoup de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que les Camerounais ont été formés sous le modèle du manichéisme. A, B, blanc, noir, bon, mauvais, gentil, méchant, non. Nous sommes des chefs, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Vous êtes aussi Camerounais, peut-être que vous aussi vous avez pensé comme ça. Oui, mais sauf que lorsque nous exprimons en tant que chef, nous essayons de prendre une certaine distance. Le problème, justement, il y a cette mauvaise interprétation, je vous l'ai dit, dès que quelqu'un prend un communiqué, il s'attend déjà à y lire quelque chose de précis. Et tant que ce n'est pas ça, il va tirer dessus. Donc, tous ceux qui pensent autrement que vous ont tort, et vous seul, vous avez raison dans votre communiqué. Non, quand vous dites tous, nous parlons de 4 ou 5 personnes qui distillent les informations sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble du peuple camerounais qui ne demande qu'une chose. Mais ça veut dire qu'ils ne devraient pas susciter un communiqué s'ils ne sont pas représentatifs. Non. Mais vous savez, Hitler était seul, vous voyez les dégâts qu'il a fait au monde. Donc ce n'est pas une affaire de nombre, mais je dis les dégâts qu'ils font. Je les respecte par ailleurs. Oui. C'est bien de lire. Ce que nous leur reprochons, nous les chefs de Vouri, c'est qu'ils sont péremptoires. Ils disent, voilà, on vous dit tel ne peut plus sortir, on vous dit tel va être pris. Rappelez-vous, Oriane, au début de cette affaire, on nous a dit tout le monde est pris. Oui. Et tout le Cameroun a pensé. Pour nous dire 2 jours après que finalement on n'a plus personne, ils sont encore chez eux, ils ont dormi, et puis... attendez. Donc, je ne parle pas. Quand vous dites tous ceux qui pensent comme ça, ce n'est pas tout le monde. C'est 4 ou 5. Il y a un nouveau mot maintenant, influenceurs. Et là, le mot est bien choisi. Et ils sont vraiment en train d'influencer l'opinion nationale. Mais nous disons, faisons attention. Même certains médias internationaux ont dit des choses et puis on sont revenus. Parce que tout le monde, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, prend pour argent comptant ce que certaines personnes peuvent dire. Pas qu'elles sont de mauvaise foi. Vous savez, on peut vous manipuler, Oriane. C'est-à-dire que vous vous dites, Majesté Sommet, c'est un monsieur sérieux. S'il m'a dit ça, c'est que c'est vrai. Et vous publiez. Mais vous ne savez pas que Majesté Sommet, justement, va abuser de la confiance que vous lui faites. Donc, il va vous manipuler. Et vous allez manipuler une masse. Nous demandons simplement qu'on fasse attention. Le peuple camerounais saura, le moment venu, faire la part des choses. Mais si nous ne sonnons pas nous-mêmes la sonnette d'alarme, attention, attention, lisez, analysez, ne prenez pas pour argent comptant. C'est ça le sens du communiqué. Lisez, analysez, mais ne prenez pas ça. Attendez que les voix les plus autorisées se prononcent. Alors, puisqu'on parle de chefs traditionnels et donc de tradition, je vais interpeller
le chef que j'ai devant moi. On a vécu une scène du côté de Magba, c'est dans la région de l'Ouest, vous l'avez certainement vécu aussi. Un chef dévêtu, brutalisé et même humilié parce qu'il a dit un mot qu'il ne fallait pas. Quelle analyse déjà froide faites-vous de cela et est-ce que quand on est chef, il y a des expressions qu'on ne devrait plus prononcer comme le père ou mon fils ou mon père ou mon frère? Vous parlez de l'incident de Magba entre les Tikar et Bamoun, oui. Mais vous savez, vous comme moi, que cet incident est clos. Il n'est pas encore complètement clos, puisque le gouverneur de la région de l'Ouest a convoqué... Vous savez, vous comme moi, que le sultan de Roi Bamoun, qui est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie très bien, a fait ce qu'il fallait. Il a posé le geste de paix qu'il fallait. Et vous savez très bien que le chef Tikar a accepté ce geste. Ils se sont embrassés. Pourquoi tourner le couteau dans la plaie? Il y a eu des débordements. C'est une analyse qu'on veut... il faut avancer. Oui, on ne va pas rentrer dans... Quelle est l'analyse que vous faites? On ne va pas aller plus loin que ça. Il faut avancer. C'était un incident, malheureux, c'est un débordement de la garde. Que la garde du roi. Et le roi a eu la bonne idée, la sagesse de poser l'acte qu'il fallait. L'incident est clos. Vous savez, dans la vie, il y a de temps en temps des propos, des actes qui dépassent la pensée des gens. Et je ne souhaite pas, et c'était ça la démarche du sultan Bamoun, il ne faut pas que l'acte posé par sa garde, qui s'est un peu laissé passer, laissé aller à je sais pas, une certaine émotivité, que cela réjaillisse sur les relations entre deux peuples. Non, c'est deux peuples frères. Et moi, je salue. Et pour moi, c'est ce que je retiens. Il y aura toujours, de temps en temps, des conflits entre communautés, entre personnes. Le plus important est de franchir le pas, de poser l'acte de réconciliation qu'il faut. Maintenant, sur le reste, nous savons tous que le chef, ça, je ne veux pas éluder votre question, le chef est le père de tout le monde. Le chef, quel que soit son âge, dès qu'il est chef, il est le chef de tout le monde. Ben voilà. Alors, revenons dans le littoral. On aimerait comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de conflits autour de ce qui normalement est régi par les lois coutumières? Je veux parler précisément ici des successions dans les chefferies. De plus en plus, on voit qu'elles sont contestées, il y a des conflits. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut justifier cela? D'abord, ce n'est pas que dans le littoral. C'est pas une excuse. Oui, bien sûr. Mais il faut le dire, vous avez la bonne information, mais les téléspectateurs, pas forcément. Il faut dire que ça se trouve partout. Vous savez, ailleurs, il y a même des chefs qui ont été mis dans les palais, qu'on est venu chasser, qu'on a. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui justifie ces problèmes autour de la succession? Je faisais cette précision pour enlever ça du littoral. C'est autour de la succession, où qu'elle soit, quelle que soit la région. Mais c'est d'abord l'intérêt de la chefferie, l'amour de la tradition. Le peuple camerounais aime sa tradition, malgré l'agression permanente du modèle occidental. Les Camerounais sont accrochés à leur culture. Les Camerounais sont accrochés à cette institution qu'est la chefferie traditionnelle. Mais c'est pour ça que quel que soit le niveau social qu'on a atteint, quand on est proche de la chefferie, on essaie toujours de s'asseoir sur le trône. Vous connaissez le nombre de professeurs, d'agrégés, de ministres, d'ambassadeurs qui viennent se faire adouber, qui viennent se faire... Donc, tout ceci montre que c'est une institution qui reste extrêmement forte malgré les apparences et qui a beaucoup d'attrait. Maintenant, il nous appartient de mettre de l'ordre. Parce qu'il y a deux ordres de commandement qui devraient travailler ensemble, mais qui souvent s'affrontent. Il y a l'ordre administratif que nous avons hérité de la colonisation, et il y a le commandement traditionnel. Traditionnel, oui. Alors, le commandement administratif a l'impression que c'est lui qui doit prendre le dessus, et comme il a quelques hommes en tenue et en armes à côté, ils ont l'impression, mais ils oublient que le commandement traditionnel est beaucoup plus fort. Vous savez, le chef, rien qu'un mot, la population se mobilise. Il n'a pas besoin de fusil. C'est sa parole. Et pour les chrétiens, je ne sais pas, peut-être que vous en êtes, vous savez ce qu'ils disent? Le pouvoir, c'est la parole.
Et c'est ça le chef, la parole. Les autres, le pouvoir des autres, c'est les policiers et les militaires qui les entourent. Donc il commande à la parole aussi. Bah, ou enfin, non, cette parole, sans les militaires et tout ça, elle ne vaudrait pas grand-chose. On a vu des vidéos dans d'autres régions, d'ailleurs, où les chefs ont dit des choses aux autorités administratives. Donc, ces deux ordres de commandement qui devraient travailler ensemble s'affrontent. Et c'est dommage. C'est dommage parce que l'administration et le commandement traditionnel devaient vraiment travailler en synergie parce que l'autre a les terres. Ils ont même essayé de prendre cette appellation de chef de terre, mais non, les administrateurs ne sont chefs d'aucune terre. C'est pas possible. C'est une usurpation. Ça n'a même pas de mots. Parce qu'il est là pour 5 ans, 10, même s'il fait 30 ans, il s'en va. Le chef qui est là est là ad vitam aeternam. Qui est chef de terre? Bon, c'est des choses que nous devons régler. Et les administrateurs sont un peu jaloux de leur commandement. Ils ont fait de grandes écoles, ils ont eu des diplômes. Et puis l'autre peut être un pêcheur et il devient chef. Et un administrateur ne voit pas comment. Et bien malheureusement, c'est ça notre société. Et c'est eux qui mettent le désordre. C'est eux qui encouragent le désordre. Parce que quelques-uns, il y a de très bons administrateurs, qu'on ne fasse pas un procès sur la généralisation, non. Il y a quelques administrateurs qui veulent profiter, qui créent des villages fictifs, qui donnent des arrêtés de chefs traditionnels à des gens qui ne sont pas des chefs traditionnels, etc. etc. Maintenant, profitant des appétits des populations, on vous promet l'accession au trône, si. Bon, il est de notre responsabilité aussi d'y travailler. Le Conseil national des chefs va trouver la solution. Le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, vient de sortir un texte où il demande le respect des us et coutumes. C'est un très bon début et je voudrais, au nom des chefs du Vouri, le remercier pour cela. Et si tout le monde s'y conforme, je pense que ça va un peu améliorer les choses. Justement, je voulais demander, avant l'autorité administrative, est-ce que la faute ne vient pas déjà de la communauté elle-même? Je veux dire, la succession, c'est très souvent la lignée. Est-ce que c'est pas biaisé déjà à ce niveau-là, et l'autorité vient parce qu'il faut qu'il y ait la paix, c'est elle qui est garante de cela, et elle peut se mêler les pédales en fonction de ce qu'on lui dit, mais est-ce que la base de la faute ne vient pas de ceux qui transmettent le pouvoir à l'un et pas à l'autre, ou tout au moins qui ne respectent pas ce que les us et coutumes disent? Tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, il y aura des luttes fratricides pour le pouvoir. Quel que soit le cas. Ça fait partie de l'ADN de l'homme. L'homme veut avoir accès à. Quand un frère a pris, un cousin peut se dire pourquoi pas moi. Donc tant qu'il y aura des hommes. Donc forcément, il y a de l'espace pour des fauteurs de troubles. Qui sont des hommes. Qui se disent, celui-ci est peut-être légitime, mais il a certains principes qui ne vont pas me permettre d'évoluer. C'est la nature humaine. Nous devons trouver une réponse à ça. Et les chefs du Vouri, je crois le même communiqué de juin 2021 ou celui d'avant, nous avons dit le principe de la succession, c'est de père à fils. Et ce principe doit être affirmé. C'est de père à fils. Maintenant, on va dire, il y a plusieurs fils. Et vous savez, nous sommes dans une société qui avait des règles. Il faut évoluer, il faut que nous acceptions d'adapter certains pans de notre tradition. Vous savez, quand on dit en Afrique de père à fils, il peut y avoir problème là aussi. En Occident, c'est clair, père-fils, ça veut dire fils biologique. Mais pendant longtemps en Afrique, le fils n'est pas que le fils biologique. Et du coup, des gens ont profité de cela pour dire, je suis le neveu, je suis le fils, je suis le fils dans la conception africaine. Donc, nous avons pris, pour ce qui est de l'association des chefs du Vouri, une position claire, c'est père et fils biologiques. Ça règle le problème. Mais comme ça va prendre du temps pour que ça s'installe dans les mentalités, nous aurons encore pendant quelques années des gens qui vont vouloir entrer, mais c'est pas pourquoi. Il s'agit de la succession de quelqu'un, et je voudrais que les Camerounais qui m'écoutent le comprennent bien. Un chef décède, il laisse un certain nombre de choses. Il laisse des biens immobiliers, il laisse des voitures, des maisons, des champs, tout ce que vous voulez, de l'argent, des comptes en banque. Et il laisse aussi la chefferie.
celui qui doit prendre la succession de la chefferie doit pouvoir aussi hériter des autres, ou tout au moins participer au partage. Si vous pouvez demander la succession de la chefferie et que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas revendiquer la succession de l'immeuble ou du compte bancaire, il y a problème. Ça veut en fait dire que vous n'êtes pas un successeur plein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les successeurs doivent pouvoir, c'est une succession. Ce n'est pas une succession, une chefferie, non, le gars il a tout. Il a laissé. Il faut que ceux qui viennent en succession puissent à la fois demander, partagez-nous les maisons, partagez, etc. Alors vous avez quelqu'un qui vous dit, non, moi vraiment je ne peux pas demander sa maison, je ne peux pas demander sa voiture parce que je suis seulement, mais la chefferie je peux. C'est pas cohérent. C'est sa succession qu'on demande. Or, vous voyez bien que ce problème est résolu lorsque vous dites père à fils. Parce que tous les fils viennent en partage de la succession. Un prendra la chefferie parce qu'il est né ou bien parce que désigné ou parce que les autres prendront une voiture. Voilà, c'est la succession de quelqu'un. Même comme la chefferie n'est pas une propriété privée, mais à partir du moment où vous l'incarnez, à partir du moment où... Donc, ça rentre dans vos successions. D'où vient-il que quelqu'un qui ne peut pas venir concourir pour les autres éléments vienne concourir là? Donc, nous voulons réglementer. Ça va prendre du temps. Mais c'est la position des chefs de Vouri, père à fils et fils biologique. Très bien. Alors, lorsqu'on regarde, lorsqu'on constate, on voit cette contestation des populations et donc de l'autorité traditionnelle, j'ai envie de savoir quel est donc finalement les rapports avec la population, avec la communauté. Est-ce que c'est toujours tranquille dans ces zones où tout le monde n'a pas accepté le chef? Sinon, comment est-ce que ça se passe? Bon, d'abord, je n'ai pas la même lecture que vous. Hein. Il y a quelques cas, c'est pas d'autres cas après. Mais c'est normal que des gens qui, pendant des années, ont eu des aspirations et que ces aspirations n'ont pas pu être accomplies, c'est normal qu'ils traînent pendant quelques autres années de la déception. Mais généralement, ça se passe bien, hein, plus ou moins bien. Vous savez, le trône de chef traditionnel, c'est pas un lit douillet où tout est bien. Hein. Il y a des couleuvres que vous devez avaler. Il appartient donc au nouveau chef, à celui qui a été désigné au terme d'une bataille difficile, de savoir recoller les morceaux. C'est à ce niveau qu'il sera haut, c'est à ce niveau qu'il va montrer sa capacité à gérer le peuple. Maintenant, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans en fonction des différentes personnalités et en fonction du dynamisme de chaque chef. Ok. On est... dans une autre, je ne peux pas la qualifier autrement, polémique. On a les chefs traditionnels du Mungo dans le littoral qui viennent de rendre public un communiqué qui estime que ceux de Bazou dans l'Ouest veulent leur arracher leur patrimoine culturel, culinaire, les coquilles ou le coquille. Ici, je veux interpeller le vivre ensemble. Est-ce qu'on devrait se retrouver dans ce type de situation aujourd'hui dans un pays où on prône de plus en plus le vivre ensemble? Est-ce que c'est, j'ai envie de dire de façon triviale, la nourriture qui va nous séparer? Alors, vous dites deux choses, enfin vous évoquez deux sujets. Le vivre ensemble veut que partout nous consommions tout. Vous avez le droit de manger du ndolé, j'ai le droit de manger le condré. C'est ça, c'est-à-dire que tous les mets du Cameroun peuvent se côtoyer sur une table et être partagés par tous les Camerounais, quelle que soit leur origine. Ça, c'est un problème. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que les chefs du Mungo sont en train de dire seuls les restaurants du Mungo doivent manger les coquilles. Non. Mais lorsque vous voulez maintenant revendiquer, oui. C'est de là le problème. Ça, c'est le deuxième problème. Est-ce que faire ce festival-là, ça veut dire qu'on revendique l'appartenance? Peut-être que le plat vous savez, il y a aujourd'hui... nous avons notre patrimoine matériel et immatériel. Oui. Nos mets font partie du patrimoine. Oui. Vous serez d'accord avec moi que si je sais pas, à l'extrême nord, on veut faire le festival du ndolé, tout le monde va d'abord être un peu surpris. Et on va dire, c'est très bien. C'est très bien tant que dans ce festival, on dit, nous faisons ici à Maroua ou à Mora le festival du ndolé, qui est un plat venu d'eux.
Mais si on se met à dire à Mora, nous faisons le festival du Ndolé parce que nos arrière-grands-parents ont été à l'origine du Ndolé, ça fait problème. Alors, c'est là qu'il y a la difficulté. Pour revenir au coquille, je me rappelle, lorsque nous étions jeunes, nous on ne disait pas coquille, on disait Mbo coquille. Je ne sais pas d'où ça vient, mais si j'analyse là, Mbo, c'est davantage le Mungo. Oui. Nous, on a toujours appelé ça comme ça, Mbo coquille. Et je sais également qu'il y a différents types de coquilles en fonction des cérémonies, etc. Je pense qu'il y en a 7 ou 9. Je l'ai appris dans le Mungo. Donc, je dis, tous les Camerounais ont le droit de le faire. Moi, je le consomme chez moi. Voilà, on va dire que nous, c'est les Sawa, d'accord, mais partout on le consomme. Condré et tout ça, vous dans toutes les réceptions camerounaises, vous les trouvez. Mais, il faut reconnaître, et tout le monde peut les célébrer, oui, mais il faut reconnaître d'où c'est parti. Et de ce point de vue, à ce que je sache, pour les informations qui sont à mon niveau, c'est Mbo coquille, je sais que Mbo c'est le Mungo. Mais ce n'est pas que sur le coquille qu'il y a ce genre de débat. Vous avez peut-être suivi qu'il y a le même débat sur le Ndop. Oui. Alors il y a un développement extraordinaire. Ben, le Ndop c'est extraordinaire. Moi je l'ai d'origine, offert par mes amis et frères les chefs. Mais vous savez que le fond de Babongo, qui est également un très grand ami et que je salue, dit que le Ndop est parti de Babongo, qui est au nord-ouest, qui est dans l'arrondissement de Ndop, justement. Alors, c'est des problèmes qu'il faut clarifier. On a souvent accusé le colon d'être venu d'avoir tout détruit, de nous avoir donné une histoire tronquée. Il faut que dans ce pays, on respecte l'origine des choses. Qu'on se les approprie, parce que ça fait partie du patrimoine collectif du Cameroun. Mais le fait que ce soit le patrimoine collectif du Cameroun ne veut pas dire que ce n'est pas venu de quelque part. Parce que c'est ça qui va donner de la dignité à ceux qui ont été à l'origine de ce tissu ou de ce plat. Et c'est ça qui va encourager d'autres en disant, prenons ce que nous avons, posons sur la table au banquet national pour que tous les Camerounais le partagent. Mais s'ils ont l'impression qu'en venant avec quelque chose sur le banquet national, certains vont le leur piquer, il y aura problème. Donc l'affaire du coquille, à ma connaissance, c'est du Mungo, mais je reconnais que je ne suis pas un expert en la matière. Je parle de quelques éléments que j'aime, beau coquille, et ils ont plusieurs. Mais le sujet va arriver sur le Ndop, qui est très bien vendu à l'extérieur. Et ça, je félicite. Je félicite ceux qui sont derrière ce travail. Sauf que s'il y a ce problème de paternité, il faut donner à ceux qui sont à l'origine leur place. Maintenant, tout le monde peut promouvoir, mais sachant que ça vient de tel endroit. Ça vient de tel endroit. Bon, le coquille, c'est, j'ai envie de dire, les graines viennent du nord. Peut-être la façon de préparer qui doit être... parce que les graines, elles sont cultivées, le grand bassin, c'est Garoua. Oui. Est-ce que c'est la façon de cultiver ou alors les graines, je veux dire, lorsqu'on voit les brassages, est-ce que Bazou ne peut pas se dire aussi, à un moment donné, nous avons vu ces graines et nous avons pensé à les préparer comme cela. Peut-être qu'ils ont aussi des éléments qui leur donnent le pouvoir de réclamer cette légitimité-là. D'abord, je n'accuse pas, je ne condamne pas mon ami et frère, le Kémajou de Bazou, que je connais très bien, qui est un habitué de Sodico et que je salue. Mais, vous savez, il y a quelque part... ne nous affrontons pas sur des choses qui ne sont pas essentielles. Vous pouvez aimer le coquille, mais reconnaître qu'il vient de chez le voisin. Quel est le problème? Lorsque je porte le Ndop, moi j'ai toutes ces tenues. Je ne vais jamais dire que c'est de Sodico. Mais je vais être fier de le porter. Je vais marcher avec toute la majestuosité, je vais le vendre. Comme tout le monde vend aujourd'hui le Kabangono. Oui. Comme tout le monde vend le... Oui, partageons, soyons fiers de cette richesse. Mais quel est l'intérêt pour certains de s'approprier de quelque chose dont les racines sont ailleurs? Maintenant, si vous parlez d'immigration, ça va voilà pour tout. Plus personne n'aura rien. Nous-mêmes les hommes, nous sommes venus de par-ci, par-là. Mais je pense que le Mungo, de mon point de vue, et j'en parlerai avec mon ami Kémajou, peut-être qu'il a des éléments que je n'ai pas, peut-être. Ouais. Mais je dis bien, en l'état actuel de mes connaissances, je demande à avoir autre chose. Le coquille est davantage du Mungo. Du Mungo. Alors, parlons un peu du Ngolno à présent. Hein. En garant de la tradition, comment avez-vous vécu la délocalisation du site du Ngondo? Alors, il y en a plusieurs. Vous parlez de quelle délocalisation?
Vous parlez du site actuel? Oui. Le Ngondo, il y a mieux qualifié que moi pour en parler parce que le Ngondo a un bureau. Mais vous m'interrogez en tant que chef Sawa, donc étant oui. moi-même membre du Ngondo et président de l'association des chefs des villages Sawa du Vouri. Le Ngondo, c'est une grande rencontre culturelle et spirituelle. Et cette rencontre ne tient pas sa force uniquement sur le lieu. Ce n'est pas une terre précise. Mais vous savez, dans la spiritualité, là où les gens se retrouvent, ils invoquent. Nous, on a besoin de quoi? On a besoin de l'eau. De l'eau, oui. Et on a besoin de tous les initiés, de tous les dignitaires qui apportent, qui viennent avec leur onction. Pour parler de délocalisation, sur le site actuel, ce n'est pas la première. Le Ngondo a commencé vers Youpoué. Oui. Puis il est allé à la zone portuaire. Et maintenant, il est sur un site qui appartient définitivement, cette fois-ci, avec tous les documents administratifs, à l'organisation qu'on appelle le Ngondo. Donc, ça a été difficilement vécu en 2012. Et le hasard veut que j'ai été celui qui a été désigné à l'époque par le Ngondo pour participer aux négociations qui ont abouti à l'actuel site. C'est moi qui suis signataire du document au nom du Ngondo. Donc je connais très bien le dossier. Et le peuple Sawa a eu l'intelligence de transformer un mal à un bien. Le mal, c'était ce que vous appelez la délocalisation. Mais le Ngondo se déroulait sur un site qui ne lui appartenait pas. Et chaque année, il fallait demander l'autorisation au port. Chaque année. Dieu merci, tous les directeurs du port ont toujours donné cette autorisation, mais on ne sait jamais. Et le port aurait pu avoir besoin de cet espace, comme c'est le cas maintenant, pour installer des entreprises. Donc c'était vécu difficilement. On avait l'impression que le Ngondo était jeté hors de cette terre, entre guillemets. Mais ce mal a été transformé en bien, parce que dans les négociations, le Ngondo aujourd'hui a un espace de 10 hectares qui lui appartient en propre et que personne ne viendra plus lui demander. Et il n'a plus besoin d'autorisation. Maintenant, c'est lui qui autorise des sportifs, etc., à utiliser son site. Donc, le mal a été transformé pour un bien et le peuple Sawa a eu l'intelligence. Je remercie les dirigeants du Ngondo de l'époque qui m'avaient d'ailleurs envoyé dans cette commission et d'avoir fait cela. Maintenant, il nous reste à développer cet espace et je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir. Alors vous, organisateur du Ngondo, on constate de plus en plus que lors de cette cérémonie, vous associez les dignitaires des autres régions présentes dans le littoral. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On sait que l'objectif du Ngondo, c'est resserrer les liens de la communauté et surtout le vivre ensemble. Est-ce que nous, on devrait comprendre que vous matérialisez cela en invitant les autres communautés? Alors, il y a 3 volets. Il y a le volet spirituel qui a été et restera du ressort uniquement des Sawa, des chefs Sawa, des dignitaires Sawa. Le volet spirituel, ça c'est clair, lors des rites, etc. Personne d'autre qui n'est chef ou initié n'a accès au site des rites. Il y a le côté festif, le brassage des populations, ça c'est ouvert à tout le monde, la foire du Ngondo, etc. Toutes les populations d'ici et peuvent y arriver. Et la troisième chose, c'est la grande cérémonie où justement des délégations du Cameroun et d'ailleurs sont invitées. Parce que là, c'est maintenant du marketing. Vous savez, si vous faites une célébration uniquement entre vous et vos enfants, elle peut être très réussie, mais elle restera dans vos 4 murs. Il faut vendre le Ngondo. Aujourd'hui, la culture s'exporte. Vous savez que la culture aujourd'hui est un domaine économique extrêmement fort, qui nourrit des gens, des milliers de gens. Donc, il faut vendre le Ngondo. Lorsque des délégations étrangères viennent, c'est de l'argent qui vient. Les hôtels font les chiffres. Tous les petits commerçants qui sont là, les artisans, les stylistes, etc. Donc, on ne peut pas maintenir un festival de cette dimension. Ça ne vaut pas que pour le Ngondo. Ça vaut pour le Nyang-Nyang. Ça vaut pour le Ngwon. Ça vaut pour le festival de Tika. Ça vaut pour le Mpo. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut ouvrir. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que le Ngondo seul ne suffit pas. C'est pour ça que moi, mon village, le Sodiko, a le festival Botina, qui se tient
chaque année en interne, mais une fois tous les 3 ans, avec une ouverture internationale où des délégations viennent également de l'Afrique, du Cameroun, etc. Et d'ailleurs, nous avons la grande édition l'année prochaine. Donc aujourd'hui, il faut vendre sa culture. Les autres, l'Occident nous a trop longtemps montré que nous n'avons rien à apporter. Mais nous découvrons tous les jours. Mais une richesse immense. Nous parlons du coquille, nous parlons du ndop, une richesse immense. J'étais dernièrement à Berlin. Ils ont cru qu'ils avaient emporté tous nos masques, etc. Mais les Camerounais sont restés intelligents. Visiter nos villages, visiter les cases patrimoniales, visiter les musées. Tous les jours, les Camerounais créent. Mais si on ne les expose pas, si on ne les porte pas vers la lumière, ce qu'ils font, à un moment, ils auront l'impression qu'ils font des sauts métiers. Donc, il faut ouvrir le Ngondo, et c'est une fierté qu'on les fait. Je salue d'ailleurs la mémoire du défunt président du Ngondo, Sa Majesté le sénateur Madiba, qui a été l'un des grands artisans de l'ouverture du Ngondo et qui a apporté une idée extraordinaire qui est la création du Ngondo Foundation, dirigée par mon ami Georges Dorcolens, et qui s'occupe donc du côté festif pendant que les chefs se concentrent sur le côté spirituel. D'accord. Majesté, où en est-on avec l'affaire Dikolo? L'affaire Dikolo doit être dans les tiroirs quelque part. Ce que nous constatons, c'est qu'aucun hôtel est en train d'être construit. C'est ce que nous demandions. La rétrocession des terres, je ne sais pas, je ne suis pas dans le dossier, mais nous ne savons pas si ça a avancé. En tout cas, au point où on en est, on pense vraiment que ceux qui disaient que ce dossier n'était pas aussi clean que cela n'avaient pas tout à fait tort. Il y a une commission qui avait été mise en place par le gouverneur, elle a rendu sa copie depuis longtemps. Ben, comme vous, je suis demandeur des résultats de cette commission. Comme vous, j'attends qu'on nous dise ce qui se passe, parce qu'on a détruit des gens et maintenant il y a des hérissons qu'on va commencer à chasser sur le site dans quelques temps. Il faut bien que soit on repositionne ces gens-là, soit en tout cas, il faut qu'une décision soit prise, que le peuple camerounais soit informé et qu'on classe ce dossier. Alors, est-ce que vous avez fait une démarche pour avoir la suite ou alors vous vous êtes dit que bon, la commission a rendu sa copie, vous attendez la suite? Non, nous sommes une communauté organisée. Oui. Il y a des instances qui s'occupent de ça. Le Ngondo a suivi. Il y avait d'ailleurs un collectif qui avait été fait avec les chefs de village concernés, les fils du terroir, etc. Donc il y a des instances qui s'occupent de ça. Nous, au niveau de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri, on a reçu les porte-paroles des populations qui avaient été déguerpies 2 ou 3 fois. Donc, nous pensons qu'ils sont en train de travailler. Nous sommes disposés à les recevoir quand ils auront besoin de nous. Nous sommes disposés éventuellement à leur apporter notre concours, s'il y a nécessité. Mais étant entendu que il n'y a plus beaucoup de remous, je suppose qu'ils sont en train de travailler en bonne intelligence pour trouver une solution. Et nous faisons confiance. Alors on a eu Dikolo, on a eu Essengue, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'épée de Damoclès au-dessus des populations de Yupoué. Au-delà de tout ceci, est-ce que l'on ne comprend pas qu'il y a un véritable problème foncier déjà et que vous, pas vous personnellement, vous êtes un peu aussi à la base? C'est clair qu'il y a des prédateurs fonciers dans ce pays et ils sont à de nouveau insoupçonnés. Vous avez parlé des cas les plus connus du grand public, du Colo, vous avez parlé de Yupoué, mais il n'y a pas que. Oui. Il y a la gare routière de Sodiko, il y a la maison du parti. Pour ce qui est de la maison du parti, notre association, en collaboration avec les autres chefs du Grand Sawa, du Mungo, de la Sanaga maritime, nous avions demandé, dès que cette affaire a été rendue publique, une audience au ministre des Domaines des Cadastres et des Affaires foncières, qui nous a accordé l'audience, mais à la dernière minute, il a été empêché. Nous avons été reçus par, je crois, le secrétaire général du ministère et puis une conseillère technique. Nous étions une délégation d'une demi-douzaine de chefs. Et nous avons clairement posé tous ces problèmes et nous avons d'ailleurs fait des propositions en invitant le ministre du domaine des cadastres et des affaires foncières à venir à la rencontre des chefs du littoral, puisque nous parlions pour notre zone, mais ce problème se retrouve partout. Vous savez, au Mungo, c'est extrêmement grave. Les cas que vous avez cités, c'est dans le Vouri. C'est dans le Vouri. Mais il y a des cas, mais c'est scandaleux ce qui se passe dans le Mungo. Et nous devons condamner ça avec la dernière énergie. Il y a des visées du côté de Kribi.
IDEA également. Donc là, je parle de l'Air Sawa. Mais à l'eau sud-ouest, c'est pareil. Nous étions en réunion dimanche avec les chefs du Sud dans le cadre du Grand Sawa, mais là-bas également, c'est un scandale. Les terres de l'espace Sawa attirent de plus en plus de gens. Peut-être parce que c'est des villes, quand on dit le sud-ouest, on va Boya, on va Limbé, on va Kribi, on va Edea. C'est des villes portuaires qui ont un certain avenir à Dieu. Alors du coup, elles attirent. Ça, on peut bien le comprendre. Mais ce qui gêne, c'est que c'est souvent dans les bureaux que ces décisions sont prises. Mais est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Le verre est dans le fruit de l'administration. Je suis d'accord avec vous. Le verre est dans le fruit de l'administration. Parce que... Qui vend les terres? Attention, le point de départ, c'est l'administration. Ouais. La plupart des terres de Bonanjo ont été vendues par l'administration. Vous savez qu'il y a un domaine, l'État avait un domaine extraordinaire, vaste. Tout est vendu. Lorsqu'on vous parle de la maison du parti, lorsqu'on vous parle de la gare routière de Sodiko, là, à Bonabéry, qui appartient à la communauté. Mais il y a il y a un dossier qui est monté parce qu'une fois de plus, on veut donner en concession à un individu. Et, attendez, tout part de l'administration. Alors, bien sûr, on trouve quelques prête-noms, on prend quelques gens qu'on met devant, des gens de la communauté. Vous savez, nous sommes encore dans un pays où il y a des gens, une fois que le sous-préfet ou une autre autorité dit « bon, l'administration a décidé », ils prennent ça pour argent comptant. Il y a des gens qui ont encore peur de dire, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le sous-préfet, monsieur le gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, ça, c'est l'espace de ma population, et je ne suis pas d'accord. Une infime partie des terres du Sawaland, je ne parle pas que du Vouri, Sawaland, Mungo, etc., une infime partie est spoliée par les natifs. Je peux vous garantir que pour les grandes villes, c'est davantage le fait de l'administration coloniale, mais relayée par l'administration actuelle, oui. Qui signe tous ces papiers à tout va. Les concessions, c'est pas moi qui les signe, c'est pas vous. Et ça se fait souvent avec des accords cachés. Oui, un projet a besoin de 3 hectares, mais en réalité, il a besoin d'un demi. Mais quand on a donné 3 hectares, après, on ne sait plus trop où vont les autres. Non, c'est une mafia qu'il faut dénoncer. Et nous dénonçons, et je suis certain que ce n'est pas que dans l'espace Sawa, mais je ne peux parler que de ça parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Kribi, Edea, Douala, le Mungo, etc. C'est une catastrophe et nous espérons que l'administration saura se ressaisir parce que c'est une bombe à retardement. Et on l'a dit au MINCAF. Nous étions à cette audience avec les chefs, j'ai dit Sanaga Matim Mungo Vouri. On a dit si rien n'est fait. Nous demandons à monsieur le ministre de venir à notre rencontre pour qu'on discute. C'est une proposition, on n'impose pas, mais si on ne parle pas de ces choses-là, vous avez suivi l'onde de choc qui a traversé les populations lorsqu'on a dit la maison du parti. Oui. Mais tout le monde s'est levé, c'est pas possible. Et moi je salue le peuple camerounais parce que c'est pas uniquement les natifs de cette zone-là qui ont été choqués. Tous les Camerounais, quelle que soit leur origine. Il y avait des gens de toutes les origines qui ont été choqués. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Pareil chez moi, vous avez la gare routière, les gens sont choqués. Dicolo, etc. Donc oui, il y a un problème, mais vous savez, si l'administration veut régler, tout ça va régler. Si l'administration, il y a d'abord quelque chose que l'administration a mis dans ce texte, ce qu'elle appelle la mise en valeur. Votre grand-père, je ne sais pas de quel village vous êtes, qui a eu des terrains de son arrière-grand-père, etc. Le jour où il va vouloir titrer, on va lui dire la mise en valeur. Mais le gars, il a sa petite cabane en planche ou en duse, mais sur 500 mètres carrés. Mais il a ses 10 hectares. Il cultivait ou après il s'est fatigué de cultiver plus. On va lui demander la mise en valeur. Pourquoi on lui demande la mise en valeur? L'État du Cameroun devait, de manière directe, conférer à toutes les communautés des titres fonciers sur leur espace. Ça règle le problème. Le village Sodiko commence d'ici, s'arrête là, on vous donne un titre foncier. Le village Ndongbengu, Bomakondo, Ndom là-bas, Bomakondo, on vous donne le titre foncier. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'administration encourage les spéculateurs fonciers. Parce que le titre foncier, vous voulez le faire sur 50 hectares, ça vous coûte les yeux de la tête. Vous ne les avez pas. Et comme par miracle, un monsieur débarque. Il y a un monsieur qui est prêt à... Et comme par miracle, il a toutes les autorisations en 2 jours.
personne n'est dupe. Que l'administration camerounaise dise, maintenant, chaque village, on met le chef dans les commissions, toutes les commissions consultatives. Lorsque vous allez au ministère, vous dites, ah oui, mais le chef est membre de la commission. Oui, le chef est 2 notables. Sauf que la commission a 9 membres. Même si les 3 disent quelque chose, la commission va passer outre. Et si le chef, j'ai des cas comme ça au Mungo, dont on a parlé dans notre réunion, où le chef dit, il ne faut pas faire ceci. C'est des menaces de l'administration. Et si le chef n'a pas une forte personnalité, il va plier. Rapidement, l'opérateur a donné quelques enveloppes à tous les autres. Nous sommes des humains. Nous avons des pressions du ventre. Dans quelques enveloppes, pendant que le chef fait des projets sur 30 ans, il attend un hôpital qui pourra venir dans 10 ans. Le monsieur qui est là, il dit que non, moi, les 30 ans du chef là, et puis il y a une enveloppe. Mais tout ça, c'est encouragé par l'administration qui peut y mettre un thème demain en disant on donne un titre foncier à chaque village. Maintenant, le village va gérer, et voilà. Alors, la ville de Douala est cosmopolite, on le sait, même sur le plan politique. Alors ici à Douala, on a des députés de divers partis politiques et même originaires de d'autres régions. Est-ce que ceci vous pose problème, surtout quand on constate une faible représentativité des fils de la région? Ce qui pose problème, ce n'est pas qu'il y ait des Camerounais des autres régions investis ici. Ce qui pose problème, c'est que dans toutes les 9 autres régions, il n'y a pas pareil. C'est ça le problème. Et nous avons l'impression que le littoral est sacrifié, il est vendu aux enchères. J'aurais été très à l'aise de voir qu'il y a une loi qui dit dans chacune des 10 régions du Cameroun, il y a tel pourcentage des Camerounais des autres régions et tel pourcentage de natifs. Je serai le premier à applaudir. Mais ici, ce sont des élections. Mais il n'y a pas... Est-ce que l'administration ou alors le gouvernement ne devrait pas venir dire bon, toi, il faut te présenter ou pas? Ce sont des élections libres. Oui. Est-ce que les fils d'ici ne sont pas prompts à se présenter ou alors... Oublions ici. Oui. Si les 6 fils d'ici ne sont pas prompts à s'investir dans la politique, à se présenter, vous voulez me faire croire que dans les 9 autres régions, d'autres Camerounais ne sont pas impliqués? Soyons sérieux, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Vous voulez me dire que dans les 3 grandes régions du Grand Nord, vous n'allez pas trouver quelqu'un du centre, de l'ouest qui est dynamique? Vous allez me dire qu'à l'ouest, vous n'allez pas trouver quelqu'un de l'extrême nord qui est dynamique? Oublions le littoral. Regardons ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, le problème n'est pas que dans le littoral, il y a des Camerounais d'ailleurs. Le problème est qu'ailleurs, il n'y a pas de Camerounais d'ailleurs à l'exception des natifs. On a donc créé une exception littorale qui est un choc, qui est une violence. Et nous dénonçons cette violence-là. Nous dénonçons cette violence parce que elle montre que, à la limite, on ne tient pas compte de nous. Elle montre qu'à la limite, nous sommes victimes du mépris des autres. Et ça, c'est quelque chose qui aura un retentissement. Parce que lorsque je vois certaines listes, étudier les listes, par exemple, à des élections comme les élections municipales, ou par arrondissement, il y a 40 conseillers, 35. Regardez dans Douala. Dans pratiquement tous les arrondissements, vous trouverez tous les profils. Il y a des tailleurs, des chauffeurs, des maçons, des enseignants, et c'est très bien. Vous voulez me dire que dans les 9 autres régions de ce pays, vous ne trouvez pas un Douala couturier quelque part pour être dans une liste? Vous ne trouvez pas à l'extrême nord un Betty maçon pour être dans une liste? Non, soyons sérieux. Non, là encore, c'est... le littoral est une région sacrifiée qui attise les appétits. Et puis, les gens s'asseyent, ils font un peu comme à la conférence de Berlin. On s'est partagé, bon, vous allez là-bas, bon, ces gens-là, les côtiers, bon, donnez-leur 1 ou 2 petits strapontins. C'est dommage pour notre pays. Donc oui à l'intégration de tout le monde, mais que ce soit partout. Si ce n'est pas fait partout, que Douala aussi, que le littoral aussi, fasse comme les autres régions, qu'il n'y ait que les fils des autres régions. Voilà le problème. Et notre association,
a reçu les partis politiques en 2021. Les 9 partis politiques les plus actifs dans le Vouri. Et nous leur avons dit, allez défendre cela. Allez défendre cela. Vous voulez dire, dans le Noun, tous les députés, tous les maires, allez voir leur coloration. Nous ne sommes pas contre. Nous disons, mais c'est très bien, faites ça là-bas. Nous aussi, nous voulons faire pareil. Et si dans ces régions-là, les fils du littoral... Merci de dire que dans le Noun, il n'y a que les Bamouns. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que ces fils dans ces régions-là ont montré la volonté ou ont voulu participer et ont été repoussés? Peut-être qu'il faut condamner cela. Je ne demande pas que ce soit forcément les Sawa. Oui, dans le Noun, mettez... je ne stigmatise pas, je prends cet exemple parce qu'il est similaire. D'ailleurs, la mère et présidente de l'UDC l'a reconnu lors de une très belle rencontre qu'elle a eue avec le chef de Vouri, et je voudrais la saluer d'ailleurs. Hein. Mais écoutez, dans le Noun, mettez un merchant. Bah, écoutez, ben voilà, je ne sais pas, à Ebolova. Mettez un député je sais pas moi, de Boya. Je ne suis pas en train de dire, comme les autres sont ici, que les Sawa soient partout. Je dis qu'il y a d'autres Camerounais. Si on me dit, au nord-ouest, sur les 5 députés, il y a 3 du nord-ouest, mais il y a un du centre et un de l'extrême nord, ça me va. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un du littoral. Mais qu'on ne me dise pas que partout ailleurs, il n'y a que les enfants du tiroir, et que c'est vrai qu'à Douala, où ils sont tellement feignants, ils sont tellement peu nombreux, ils ne sont pas intelligents du tout. Non, on peut pas dire qu'ils sont pas feignants. À la limite, c'est ce qu'on dit. Non, écoutez, du tout. Écoutez, vous pouvez me citer une ville, regardez le ratio. Cette fois-ci, on a fait un peu mieux en termes de maires. Vous avez l'équivalent dans le pays, un arrondissement qui a 6 maires. Regardez le ratio des maires qui ne sont pas natifs. Je dis c'est bien, mais à condition que ce soit pareil ailleurs. Il faut très bien comprendre ce message. Qu'est-ce qu'il faut faire, Majesté? Il faut légiférer. D'accord. Il faut légiférer en disant pour les postes de maire ou pour les exécutifs ou pour les postes de députés, il faut donner des pourcentages. Un pourcentage aux natifs de la région et un pourcentage aux autres communautés camerounaises. Je n'ai pas dit au Sawa encore une fois. Je comprends très bien. Voilà. Dès qu'on a réglé ça, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi légiférer quant à cette représentativité dans le gouvernement? Parce qu'il se dit que vous n'êtes pas très content aussi. Vous avez certes ministre d'État, mais côté représentativité, vous estimez que vous n'êtes pas aussi coloré que certaines régions dans le gouvernement. Alors, si je vous demande, vous, Oriane, vous pensez qu'on est très bien servi? Vous allez dire bravo, vous avez la part qui vous revient? Je vous pose la question. Ah oui, je vous la renvoie. Est-ce que vous pouvez regarder le Cameroun et dire que vraiment le Vouri, le littoral, vous avez tout ce qu'il faut, vraiment ne vous plaignez pas, vous êtes tellement bien servi. Pouvez-vous tenir ce discours? Là, je vous dirais, est-ce qu'il faut absolument regarder la région? C'est vous qui m'avez posé la question. Il faut pas regarder le résultat. Je réponds à la question que vous avez posée. C'est vous qui avez pris cet angle de Parce que la plainte vient de cette région. Il y en a qui estiment que... Légitime, elle est légitime ou pas? Pour nous, elle est légitime. Pour nous, elle est légitime. Nous estimons que nous n'avons pas la part qui nous revient. Nous n'avons pas, cette région n'a pas une part qui se rapproche, je ne dis même pas qui est proportionnelle, qui se rapproche du poids économique que la région a dans le pays. Je répète, je dis qu'il se rapproche, parce que si je dis proportionnel, ça va être la catastrophe, parce que Douala seul, c'est bon, on va pas aller jusque-là. Mais il faut quand même que notre représentation dans les différentes sphères politiques soit quand même considérable. Maintenant, il y a l'argument de vous n'êtes pas suffisamment militant. Bon, si on veut dire que dans tout le pays, c'est nous qui sommes les moins militants, etc., bon, qu'on le dise. Au moins qu'on le dise et qu'on l'assume. Bon, nous ne sommes peut-être pas très nombreux, parce qu'il y a aussi une autre clé de calcul, qui ne se fait pas au nombre d'individus, mais qui se fait sur le ratio de population.
À ce moment, c'est équitable. Vous êtes 10% de la population ici, on vous donne 10%, enfin je dis, il y a des méthodes de calcul. Mais expliquez-moi cette façon de faire. Regardez tous les grands postes administratifs, pas seulement du Vouri. Regardez en Sénégal maritime, regardez au Nkam, regardez au Mungo, regardez à l'océan. Faites un ratio, calculez tous les hauts responsables, combien nous avons. Alors, je suis obligé de me dire, ah ben, peut-être qu'on est idiot, peut-être qu'on n'a personne, peut-être qu'on ne sait rien faire, mais les autres, ils savent tout faire. Ben, nous voyons, ils nous ont menés parce qu'ils savent tout faire. Peut-être, est-ce qu'il ne faut pas regarder davantage les résultats de Les résultats de quoi? la région? Il faut demander à ceux qui sont là de bien travailler, pas forcément la région. Ou est-ce qu'il est de telle ou telle région? Pour déjà, pour aussi éliminer un peu le tribalisme. On va avancer. Ce n'est pas une affaire de tribalisme. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une affaire de tribalisme. Lorsque vous êtes maire de Douala, vous ne pouvez vous soucier des cimetières de Douala que si vous savez que vous et les autres allez y dormir. Je prends juste cet exemple. Si vous savez que le jour où vous partez, vous serez enterré en Dom Sotot, les cimetières de Douala seront secondaires. Ça vaut pour tout. Ceux qui n'ont pas un ancrage sérieux dans la région qu'ils dirigent ne vont pas penser aux générations futures. Ils vont penser à leur mandat. Ils vont donc aller vers là où ils ont de l'électorat. Ils vont faire du populisme. Parce qu'ils vont se dire qu'ils veulent une carrière sur 10 ans. Ils veulent les 10 ans. Après, ils prennent leur clic et leur claque, ils partent. Je suis choqué de voir de très hauts responsables, à plusieurs niveaux, qui ont tout eu dans une région donnée. Le jour où ils font le grand voyage, ils partent ailleurs. Il y a quand même un problème. Moi, j'irai nulle part. L'autre n'ira nulle part. Mes collègues, ils n'iront nulle part. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas se déployer. Non, tout le monde a le droit de se déployer. Mais faisons quand même attention. Je n'accorderai jamais autant d'importance à un bois sacré qu'un chef de l'Ouest. Parce que lui, ça lui parle. Donc quand on dit bois sacré, ça réveille en lui. Donc il va prendre soin. Vous me prenez, vous me jetez là-bas, je vais dire oui, c'est le bois, parce que je suis chef. Oui, le bois sacré, on a dit que... Mais quand moi je vais courir, c'est vers l'eau. Il y a un lien, dans nos sociocultures, il y a un lien entre l'homme et le sol. C'est un lien qu'on ne peut pas défaire. Chez nous, tout ce que vous faites est lié. Vous êtes d'autant plus engagé que vous avez un lien fort avec le sol qui est là. Si on vous place quelque part et que vous n'avez pas ce lien, vous serez de bonne foi. Vous allez faire ce que vous pouvez, mais vous aurez la tête ailleurs. Vous serez pris en flagrant délit de concubinage. J'avais dit à quelqu'un une fois, vous êtes ici, bienvenue. Vraiment travailler, mais qu'on ne vous prenne jamais en flagrant délit de concubinage avec une autre région. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez trahi ce qui vous engage. Alors, dites-nous, Majesté, les élections des sénateurs, c'est dans quelques semaines. Est-ce qu'ils seront nombreux, les chefs traditionnels Sawa, à siéger à cette... J'en sais rien. Est-ce que vous en parlez? Tout au moins un volet Non, ça concerne les partis politiques. Et je crois savoir que les partis politiques ont publié leur liste. Le conseil, maintenant c'est définitif, il y a eu des recours. Le conseil, on va tous regarder ce qui... Les chefs traditionnels sont aussi impliqués. Les sénateurs, c'est la collectivité. Donc, vous êtes... non, les sénateurs, il y a deux types. Il y a les sénateurs élus qui sont investis par les partis politiques. Oui. Et d'autres sont nommés par le chef de l'État. Oui. Je ne suis pas chef de l'État pour savoir qui va nommer. Nous ne parlons pas de ceux qui seront nommés. Même ceux qui sont élus, c'est les partis politiques qui ont investi. À un moment donné, vous n'êtes pas allé, vous ne vous êtes pas senti concerné, vous n'êtes pas approché. À titre personnel? Pas vous personnellement, oui, les chefs, je vais dire les chefs. Oui. Il y a certainement des chefs qui ont été candidats. Bon, quand je regarde la liste pour ce qui est du littoral, je n'en ai pas beaucoup vu, j'en ai vu un peu à l'ouest, j'en ai vu ailleurs. Mais vous savez, moi j'ai, par rapport à ceci, une perception différente. Dans le contexte actuel, je comprends que les chefs y aillent, parce qu'on ne leur laisse pas beaucoup de choix. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les chefs doivent être loin de la politique. Parce que les chefs, la chefferie d'abord, c'est une organisation politique. Et le chef, c'est un guide.
Le guide qui dit à sa population, je ne sais pas où vous devez aller, c'est un traître. Oui. Le guide doit pouvoir dire, nous avons 4 propositions, je vous suggère de prendre celle-ci. Maintenant, si son peuple lui dit, oui chef, tu as dit ceci, mais nous préférons l'autre, il doit suivre son peuple, parce qu'en définitive, c'est pour le peuple qu'il travaille. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'au jour d'aujourd'hui, les chefs sont obligés un peu de se mêler à la politique, parce que les hommes politiques, ils croient que c'est eux qui commandent tout, il faut donc que les chefs y aillent pour leur dire ce qu'ils pensent. Mais, pour moi, l'idéal serait, et nous l'avons dit à tous les partis politiques, c'est la position de l'association des chefs du Vouri, on l'a dit à tous les partis. Il faut qu'au Sénat, il y ait des chefs traditionnels qui sont dans un collège de chefs traditionnels. Un peu comme la House of Chiefs au nord-est au sud-est. Il faut faire ça au Sénat. Il faut faire ça à l'Assemblée nationale. Et il faut que dans les communes, il y ait, à côté du conseil municipal qui est purement politique, un conseil constitué de tous les chefs des villages de la commune. On n'a pas besoin d'élection pour ce niveau-là. On a 30 villages dans la commune, les 30 chefs font partie d'un collège qui devrait être consulté de temps en temps par le maire, qui devrait avoir une capacité de blocage. Ça ne pose même pas un problème de budget, parce que ce collège n'a pas besoin de siège. Ils sont tous dans leur chefferie et ils se réunissent à tour de rôle dans les différentes chefferies. L'avantage est que ça va donc, quand on aura fait ça, on peut donc prendre un texte qui rend incompatible la fonction de chef traditionnel et militant d'un parti. Parce qu'ils auront un collège et chaque maire qui viendra, chaque parti politique sera obligé de composer avec eux parce que comme c'est un collège légal, il aura l'obligation d'obtenir leur vote à une majorité que les juristes pourront définir, sinon ce projet ne passe pas. Parce que le maire, madame, il a 2 mandats. Après il s'en va, ça fait 10 ans. Je suis chef depuis 20 ans. J'ai vu, tous les maires sont passés. Si nous n'avons pas, je parle de moi, il y en a qui sont chefs depuis 50 ans. Si la loi ne dit pas au maire, toi, après tes mandats, tu vas partir. Le projet que tu inities aujourd'hui, ce chef peut dire à ton successeur de le poursuivre. Parce qu'il aura été à la base, parce que tu en auras discuté avec le collège des chefs. Lorsque les mairies se plaignent de ne pas avoir de réserves foncières, pourquoi voulez-vous que je donne des terres à la mairie alors qu'on n'a aucun contact? Or, dans le cadre que nous disons, le maire qui vient d'être élu va voir ce collège de chefs dans tout le pays. Il dit, ok, j'ai une école, j'ai un hôpital, j'ai. Entre eux, les chefs, bon, toi tu as un terrain, prends l'école. Toi tu as un terrain, prends l'hôpital. Le maire a donc ces terrains et les communautés sont intégrées. Mais s'il vient me dire une démarche purement politique parce qu'il va aller satisfaire son électorat, je ne vais jamais donner. Donc il faut le faire au niveau des mairies, c'est la position des chefs de Vouri. Au niveau du Sénat, le chef de l'État nomme. Il peut continuer à nommer, sa magnanimité. Mais il faut également qu'on ait un collège spécifique. Au conseil régional, c'est fait, sauf que c'est fait pour la coloration. Ce n'est pas efficace. Parce qu'ils sont là-dedans, mais ils sont noyés dans les 90, donc jamais ils ne peuvent faire par eux-mêmes passer un texte. Ils n'ont même pas de minorité de blocage. Le sud-ouest et le nord-est sont compris, il y a la House of Chiefs qui est autonome. Et nous demandons donc qu'il y ait une House of Chiefs dans toutes les régions. Mais pourquoi ce serait bon pour le nord-ouest et le sud-ouest et pas pour les 8 autres régions? Si c'est efficace, étendez. On l'a fait pour le code pénal. On est allé dans le droit anglophone. Le Cameroun a constaté qu'il y avait de bonnes choses. On a uniformisé. Mais uniformisons la House of Chiefs pour les 8 régions francophones. Ce sera une avancée. Alors rapidement, pour sortir, Douala, elle est réputée être une ville désordonnée et même sale. Alors, que font les chefferies et les communautés pour résorber ce problème, déjà avec les pouvoirs publics et plus loin avec les populations qui sont... Oriane, Douala n'est pas désordonnée, Douala n'est pas sale. C'est vous et moi qui sommes désordonnés et sales. C'est vous et moi. Nous devons commencer, vous et moi, et tous ceux qui nous suivent, par nettoyer nos cours. Je suis sidéré de voir des gens qui disent la ville est sale. Mais quand il vient dire la ville est sale, il a traversé un tas d'immondices devant sa porte. Quand il a dit que 2 minutes avant qu'il lui dise que la ville est sale, il a déversé l'eau de poisson sur la cour. Mais il y a d'abord une discipline personnelle. Le rôle de l'État ici, les communes maintenant, c'est d'être un peu plus entrepreneur et volontaire. Il se trouve que les mairies, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, malgré tout le discours ambiant, elles n'ont pas beaucoup de moyens, ne peuvent pas réagir chaque fois que
la population quelque part signale un monsieur qui a laissé son terrain qui est envahi par les zèbres, ou un garage que les gens sont en train de faire en plein milieu d'habitation, ou une porcherie que quelqu'un est en train de faire en plein milieu d'habitation, vous appelez la mairie et elle ne vient pas beaucoup. Et quand c'est une zone populaire où tout le monde se débrouille, comme on dit chez nous, le maire vient d'autant moins qu'il regarde son électorat. Vous voyez encore, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. S'il avait un collège de chefs bien constitué avec lequel il peut débattre, les chefs se saisiraient de certaines de ces questions. J'ai pris un exemple une fois, la communauté urbaine. On va y aller rapidement. Oui, on va y aller rapidement, mais juste pour dire que il faut que l'État soit plus fort. Que les hommes politiques, en l'occurrence les maires, oublient un peu la poursuite de la réélection et posent des actes forts, qu'ils détruisent quand il faut détruire, qu'ils sanctionnent, qu'ils donnent des amendes quand il faut. Mais vous savez qu'un an avant les élections, plus personne ne sanctionne et le désordre se réinstalle en attendant le prochain maire. Majesté Ruben Essombe, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Déjà, c'était un moment agréable. Je vous remercie de m'avoir invité. Au nom de tous les chefs du Vouri, je remercie STV. J'espère que j'ai pu lever quelques pans, quelques zones d'ombre sur le communiqué qui ne vise ni à accuser ni à défendre personne, qui vise à demander la vérité pour tout le monde, la présomption d'innocence pour tout le monde. Les chefs du Vouri ne sont encore une fois ni à gauche ni à droite ni au milieu, ils sont au-dessus parce que c'est des autorités morales. Merci. Merci encore. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.